Allez, bonjour à tous. On va pouvoir commencer le conseil communautaire. Ça coupe. Allez, je fais l'appel. Sophie Vaginéricourt présente. Yvan Bouillon. Présent. Florence Almandi. Clarisse Balladur. Miguel Ortuno et, excusez, Fabienne Pension-Boé. Christophe Varno a donné pouvoir à Yvan Bouillon. Jean-Pierre Franquebalme. Wendy Matera a donné pouvoir à M. Franquebalme. Elisabeth Jacques. Présente. Jacques Martin. Présent. Hélène Garcier-Richaud. Jacques Fortoul a donné pouvoir à Daniel Millon-Rousseau. Chloé Ocelli a donné pouvoir à Jean-Michel Tron. Jacques Peloux a donné pouvoir à Elisabeth Jacques. Manuel Cicello est excusé. Daniel Millon-Rousseau. Bernard Isoard est excusé et donc présent. Jean-Christophe Signoret. Dominique Ocroglic, excusé. Régine Bardin, excusée. Sandra Reynaud a donné pouvoir à Hélène Garcier-Richaud. Jean-Michel Tron. Oui, présent. Frédéric Reynaud. Denis Capel. Arnaud Gaston. Jean Ferron. Allez. Donc, Hélène Garcier-Richaud est désignée secrétaire de séance. Alors, on a besoin de rajouter 2 questions à l'ordre du jour qui nécessitent l'unanimité des membres présents pour pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour. Donc, il s'agit de la question numéro 26 qui concerne le ski pass jeune et la convention entre la communauté de communes et les exploitants des stations de Pralou, Lafou, Le Soz, Sainte-Anne, l'Arche, Saint-Jean-Montclar et le Lozé. Et la question 26 qui concerne la régie Ubaï Ski et le ski pass saison. Ubaï, Pralou, Lafou, Dalos, Le Soz, Sainte-Anne. Convention donc entre la communauté de communes, le SMAP, Régie de Pralou, Ubaï 04 et Val d'Alos, Loisirs Développement. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'inscription à l'ordre du jour de ces 2 questions diverses? Je vous remercie. Donc, on les traitera en fin de conseil. Alors, approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 28 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des observations? Je le mets au vote. Des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité. Le compte-rendu des décisions de la présidente. Eh bien, je vous demanderai de bien vouloir prendre en compte, prendre acte des décisions de la présidente. En matière de commande publique, des décisions du 24 septembre, 3 décisions. Avec la forestière de l'Ubaï pour 27 200 € hors taxe, le retrait d'Ambacle dans le torrent du Bachelard et du Galamont. Avec la SACTP Olivero, 6 613 € hors taxe. Les travaux complémentaires sur la digue torrent du Gaudissart, reprise de la digue et protection des voiries. Et avec Eiffage, travaux de curage et de protection des digues au Parpaillon, 6 290. Le 15 octobre, achat de mobilier complémentaire pour les espaces communs de la maison de santé. Ça n'était pas prévu initialement, mais on a eu besoin d'acheter quelques meubles, meublants. 7 134 € 22 hors taxe avec Alpes Bureautique. La régie assainissement donc, a été signé l'acte d'engagement pour les travaux de mise en séparatif de la Déoule sur Ubaï-Serponçon à hauteur de 27 438,95 hors taxe avec la SARL Richard Michel. Et pour la régie Ubaï Ski, donc avec Techno Alpin, contrat de service pour la maintenance de la centrale de neige de culture, 11 000 € hors taxe pour cette saison. Et acquisition d'un regard pour le remplissage de la retenue des FADA, 13 241 € hors 02 hors taxe. Avec la société Leitner, une location pour 3 ans d'un enneigeur Titan, 32 867,55 €. Donc c'est sur 3 ans. Remplacement 783,02 € avec casse-bourreur. Et des TAVO, je pense qu'il y a une erreur, des TAVO de terrassement sur la reprise de la piste du stade, 6 625,23 € avec la SACTP. Voilà, donc vous en avez pris compte, je crois qu'il y a des observations. Je vous remercie.
Alors, la régie Ubinski, gratuité des saisons 2021-2022 pour le site du SOS. Donc, on vous propose ensuite de dernier conseil communautaire où nous avions fixé les tarifs. Nous vous proposons d'adopter un tableau global sur la gratuité des saisons pour 2021 et 2022 sur ce qui concerne le site du SOS. Et vous avez sur la proposition suivante, vous aurez également les gratuités pour Sainte-Anne et pour l'Arche. Donc, vous avez un tableau qui vous est proposé. Je vous propose de prendre chacun lecture de ce tableau et d'éventuellement poser vos questions. Y a-t-il des questions sur les gratuités qui sont proposées? S'il n'y a pas de questions, on va passer directement au vote sur cette délibération usuelle. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Et du coup, en question numéro 4, pour faire le pendant sur le site Sainte-Anne et l'Arche Alpin, vous avez également donc du coup un tableau qui vous récapitule l'ensemble des gratuités qui vous est proposé au titre de l'hiver 2021 et 2022. À nouveau, pour plus de facilité, je vous propose d'en prendre chacun lecture et d'éventuellement poser vos questions sur les gratuités qui vous sont proposées, du coup en complément des tarifs votés à la dernière séance du Conseil communautaire. Y a-t-il des questions? On va donc du coup passer directement au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Du coup, à l'unanimité, je vous remercie. Pour la question, je continue, la question numéro 5, qui est également relative à la régie Ubinski. Il s'agit d'un contrat de partenariat entre l'ESF du SOS pour la présence d'un moniteur alpin et nordique sur le site de l'Arche pour la saison 2021-22. Ça fait partie des apprentissages que nous avons donc eus de la saison passée. Saison qui a donné entière satisfaction à la fois aux deux parties, mais surtout à notre clientèle. Donc, on vous propose de reprendre cette présence de moniteurs en espérant dans un cadre d'une saison dite normale, mais ce qui apportait donc à notre clientèle la présence d'un moniteur sur le site du Nordique de l'Arche. Donc, ça a été extrêmement apprécié. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de partager une expérience ou un élément dessus. Donc, je vous propose la délibération suivante. Donc, on vous rappelle qu'il y a un intérêt mutuel entre la régie et l'ESF de proposer des cours de ski sur le site alpin et nordique de l'Arche. On vous rappelle que l'ESF a détaché un moniteur l'année dernière et qu'ils ont apporté entière satisfaction. On vous propose un contrat de partenariat qui vous est annexé. Et on vous demande donc du coup de valider ce contrat, d'autoriser la présidente à procéder à la signature du contrat et à approuver les modalités de facturation qui sont à l'article 5 du contrat. Y a-t-il des questions? Alors, je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité? Je vous remercie. Je pense que ça animera fortement le site de l'Arche pour cette saison à nouveau. Pour la question numéro 6, donc, qui concerne encore la régie Ubinski, il s'agit donc d'une convention d'objectifs avec le groupe de skieurs du SOS Barcelonnette, autrement dit le GSSB. Donc, me dois de vous rappeler que le GSSB est pour nous un acteur majeur et qu'il est historiquement, on va dire, favorable et entraîne de grandes vocations auprès de nos skieurs valléens. Et qu'à ce titre, nous vous proposons de renforcer notre image sportive et d'excellence du domaine skiable du SOS grâce à leur aide, avec notamment une visibilité locale, nationale, européenne, voire mondiale, en exposant notre nom et notre logo grâce à leurs sportifs. Le GSSB a donc un rayonnement qui est tout à fait favorable à notre vallée et à ce titre, nous vous proposons pour la saison 2021 et 2022, ainsi que la saison d'été 2022. Donc, il s'agit d'une convention du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, une subvention de fonctionnement d'un montant de 30 000 € qui sera non soumis à la TVA. Il s'agit d'une reconduction habituelle, pas de particularité par rapport aux années précédentes de fonctionnement dit normal. Même tarif? Pardon? Pour la même somme, c'était... Oui.
S'il n'y a pas de questions ou d'observations, si vous le souhaitez. Je vais donc... C'est une subvention qui reste... on est bien sur les 30 000 du GSSB? Oui. Oui, pardon. Ça reste stable depuis un certain nombre d'années, ça fait partie. Oui, tout à fait. Historiquement, on reversait une partie de la carte neige et aujourd'hui, on a forfaitisé. Je vais donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, du coup, vous avez la même convention d'objectifs avec un tarif qui est moindre, qui est à hauteur de 8 200 € hors soumis, enfin non soumis à la TVA, pour la même convention, pour la même durée, pour nos skieurs Sainte-Anne-Josier. Donc, à nouveau, il s'agit d'une proposition stable pour laquelle nous avons l'habitude de délibérer. Y a-t-il des questions? Alors, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on va passer à nouveau à une question relative à la régie Ubeski et qui, cette fois-ci, porte sur la promotion de la station du SOZ, mais cette fois-ci par un partenariat pour l'année 2022 avec des sportifs dits non professionnels. Donc, les sportifs s'engageront à porter les couleurs de la station du SOZ et à participer à la promotion de la station, à contribuer à son développement et à sa notoriété, ainsi qu'à participer, lorsque leur engagement le leur permette, à des animations ou à des manifestations locales ou nationales en lien avec le ski et la station. Les sportifs permettront à la station d'utiliser leur image pour sa promotion et le renforcement de la notoriété et de l'attractivité du domaine skiable du SOZ. Nous vous avons proposé en annexe une convention de partenariat. Et cette proposition de délibération a reçu un avis favorable de la régie Ubeski, discutée dans ses contours. Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur cette promotion via des sportifs non professionnels? Qui sont ces sportifs non professionnels, s'il vous plaît? Alors, à l'heure actuelle, nous avons retenu deux skieurs qui, pour nous, ont une portée qui est favorable en fait à l'image du SOZ. Donc, en équipe de France. Voilà, tous les deux en équipe de France. Donc, Tiffany Roux et Terence, qui sont... Alors, voilà, merci. Tignavorian. Ils donc sont tous les deux, qui ont tous les deux une image très favorable dans chacun leur sport. Et surtout, ils sont en équipe de France. Et, voilà, et tous les deux engagés. Je vous rappelle qu'on sera en année olympique et qu'aujourd'hui, le sport est un vecteur favorable pour notre tourisme. Et puis, ils sont susceptibles d'être sélectionnés au jeu. Et oui. Je voudrais rajouter quelque chose aussi. Et c'est simplement nouveau depuis 2 ans. Des skieurs qui ont un gros niveau, qui rentrent donc dans les équipes de France. La Fédération française de ski leur demande de payer une cotisation qui était de 4 000 € et qui est passée à 5 000 cette année. Donc c'est fort de café, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le club pris en charge pour les déplacements par leur club, mais la Fédé en plus leur demande une cotisation de 5 000 €. Donc heureusement qu'après l'hébergement, les déplacements, etc. sont pris dans le cadre de la Fédération française de ski, mais malgré tout ils ont à payer une cotisation. L'autre Yvan me signalait là, que effectivement la somme, puisqu'il y a marqué que c'est la somme qui sera inscrite au budget, on devrait inscrire une somme de l'ordre de 8 000 €. Pour les deux. Oui, en tout. Oui, 4 000 chacun. 4 000 chacun, c'est bien ça. En liaison avec ce que tu dis, Jacques. Donc 4 000 € chacun. C'est une somme transversale selon les demandes qui sont faites en fonction du budget nécessaire au chacun des skieurs. Et ça contribue à une petite augmentation pour Tiffany. Y a-t-il eu d'autres demandes? À ce jour, non. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de passer au vote. Il n'y a pas eu d'autres demandes sur des sportifs non professionnels. Hein. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie.
La question numéro 9, qui concerne la régie également Ubaï-Ski. Il s'agit en fait d'une demande de subvention qui va être réalisée auprès du département concernant différents événements nordiques qui vont avoir lieu en Ubaï pour la saison 2021-22. Donc, les événements sont à Saint-Paul-sur-Ubaï, la promenade nocturne à la bougie les 29 décembre et 17 février. À Saint-Paul-sur-Ubaï, le Snow Trail Ubaï-Salomon du 20 février 2022. Pour l'Arche, le Festi Nordique, journée festive de découverte des différentes pratiques nordiques, le 30 janvier 2022. La Transfrontalière 2022 de l'Arche, avec une compétition longue distance qui est très populaire en ski de fond, et la date reste encore à déterminer. Pour Barcelonnette, c'est la journée des neiges pour tous, qui est une découverte des activités nordiques adaptées aux différentes formes de handicap, dont la date est encore à définir. Et plusieurs soirées d'animation biathlon sur le front de neige du Soz, qui seront donc tous les dimanches pendant les vacances scolaires. D'accord. Donc du coup, l'animation biathlon va être également portée sur la station de Sainte-Anne. Donc, le coût de ces actions, comprenant donc le temps de travail du personnel, les fournitures et la communication, a été estimé donc par notre service à 7 500 € TTC. Et celle-ci peut faire l'objet d'une demande de subvention auprès du département à hauteur de 30%. J'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, on va directement passer au vote. Alors, passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Pour cette question numéro 10, c'est la modification du fonds de caisse de la régie de recettes créée pour l'exploitation des sites et itinéraires nordiques de la vallée de l'Ubaï. En fait, il y a eu une modification de la gestion du site nordique de Saint-Paul. Auparavant, on pouvait s'appuyer sur la gérante du foyer du ski de fond qui était situé à Saint-Paul. Et comme maintenant, on a un non-renouvellement de cette convention, il faut qu'on ait un fonds de caisse pour pouvoir travailler. Donc, c'est ce qu'on vous demande par cette délibération, d'augmenter le fonds de caisse afin d'assurer la vente des redevances ski de fond directement à l'accueil du site nordique. C'est simplement organisationnel, on va dire. Je ne pense pas que ça apporte des questions, sauf si Saint-Paul a envie de préciser la gestion qui est choisie sur le site. Les nouveaux gérants ne veulent pas non plus faire... S'il y a un changement de gérant en feuille de fond, ils ne veulent pas faire la régie de la caisse pour la régie. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer également à une question de la régie Ubaï-Ski, question numéro 11. Que font les autres? Donc, il s'agit, alors, cette fois-ci, pour la régie Ubaï-Ski, en partenariat avec l'association Orion Tic et Neige, en vue de la mise en place de l'assurance skieur, vous connaissez, Assure-Glisse, pour la saison hivernale 2021-2022. Donc, il s'agit en fait de l'importance pour nos skieurs de contracter une assurance lorsqu'ils achètent leur forfait ou leur redevance en caisse. Il convient donc, compte tenu des modifications du tarif, d'approuver un nouveau protocole. Donc, vous avez à la suite sur la page, moi j'ai la page 17, les tarifs donc, qui sont proposés pour la journée et la saison pour chacun de nos sites au titre de l'assurance. Oui, c'est une convention, mais simplement comme on a ajusté certains tarifs, on est obligé de repasser également par la case assurance. Mais rien de particulier. S'il n'y a pas de questions, alors nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour la question numéro 12, il s'agit des tarifs d'ambulance nécessaires entre la commune de Val-d'Ornaille et les prestataires de secours par ambulance. Donc, chaque année, dans le cadre de ces obligations, le maire doit prendre un certain nombre de décisions qui sont relatives à l'organisation des secours sur le domaine skiable qui est situé sur sa commune. Pour cela, il est nécessaire également de s'adjoindre des moyens qui sont extra-municipaux. Et donc, nous avons notamment ce contrat relatif au secours par ambulance.
La nécessité d'adopter ces tarifs sur piste est donc annuelle. Nous y revenons chaque année. Et vous avez donc l'intégralité des tarifs secours et des tarifs par ambulance qui vous sont proposés à cette délibération. Pas de modification sur les tarifs cette année. On est sur quelque chose qui est à l'identique de ce que vous aviez déjà voté l'année dernière. Y a-t-il des questions? Alors, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, du coup, nous faisons la même interrogation pour ce qui concerne le SOS avec la commune, donc, du coup, d'Anchastrail. Cette fois-ci, vous avez une catégorie de tarifs qui est un peu plus étoffée au vu de l'obligation qui est soumise à monsieur le maire d'Anchastrail. Et vous avez donc les tarifs de secours par hélicoptère, le tarif PIDA par hélicoptère, les tarifs de secours sur piste, les tarifs de secours par ambulance, avec les différents cas de figure. Là, à nouveau, on est sur quelque chose que vous avez déjà voté lors de la délibération aux années précédentes. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, ça va concerner maintenant ma commune, la commune de la Condamine-Châtelard, puisque nous avons exactement la même obligation concernant donc du coup les tarifs de secours sur piste et les tarifs de transport par ambulance. Pour votre pleine connaissance, cette proposition tarifaire est déjà dans les mêmes tarifs que l'année dernière, mais comme l'année dernière, nous ne les avions pas mis en fonction et qu'il y avait une modification par rapport à l'année précédente, on peut considérer qu'il y a une modification sur les tarifs que je vous propose en tant que maire de la Condamine-Châtelard, afin d'avoir une augmentation sur des tarifs qui n'avaient pas bougé depuis de nombreuses années et quelque chose de cohérent par rapport à l'engagement que le personnel doit faire pour les secours. Pour les tarifs par ambulance, nous sommes on va dire, tributaires des prestations qui sont proposées par la société d'ambulance. Et donc, du coup, il n'y a pas de changement par rapport à l'an dernier, qui, elle, était une année d'augmentation. Y a-t-il des questions? Juste pour information, oui. Zone A, zone B, zone C, ça délimite quoi? En fait, nous avons un plan de piste et selon l'éloignement et le niveau d'engagement que l'équipe doit mettre en place pour secourir la personne, le tarif est plus ou moins grand. Donc, si vous voulez, vous êtes sur le front de neige. Le A, ça va monter jusqu'à 2000 mètres. Le B, ça sera au-delà de 2000. Et le C, ça sera du hors-piste. Ça nécessite plus de temps d'intervention et peut-être plus d'engagement comme motoneige ou... C'est moi qui l'a fait voter parce que la commune de la Condamine est concernée. Je sorte ? Non, tu ne prends pas part au vote. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Donc, une abstention. Oui. Merci beaucoup. 15. Donc, on va avoir la même question concernant la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, relative donc aux tarifs secours sur piste et transport par ambulance pour le site nordique. Donc, pas de modification majeure sur ces tarifs proposés. Vous avez déjà eu l'occasion de les voter. À nouveau, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Je vais vous manquer, mais c'est pas moi après. Si? Tu veux pas le faire? Parce que pour les fêtes de fin d'année, je pense que c'est toi qui le gères. Oui. Alors, pour la régie Ubaye Ski, l'action sociale en faveur du personnel à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, pour permettre le personnel de la régie qui est également, c'est pas une régie qui a une personnalité morale, donc qui est directement rattachée à la collectivité. Il faut toutefois délibérer pour que les agents permanents de la régie puissent bénéficier des mêmes avantages que les agents territoriaux de la collectivité. Et donc, je vous propose d'attribuer un cadeau d'entreprise aux agents permanents de la régie d'une valeur maximale de 30 € par agent et d'attribuer une aide pour Noël aux agents de la régie ayant des enfants et en poste au plus tard le 31 décembre de l'année N sous forme de bon d'achat d'un montant de 40 € par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolu. En fait, c'est une régularisation. C'était déjà le cas avant et il faut qu'on régularise pour le personnel de la régie
au niveau de la trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je les mets au vote. Abstention, vote contre, adopté à l'unanimité. Reprise de la gestion de l'espace coworking par la communauté de communes dans le cadre de sa stratégie de développement économique et d'accueil des entreprises sur son territoire. Alors, peut-être... tu le fais? Allez, parce que tu peux pas, tu es membre de l'association. Alors, vu la compétence développement économique de la CCV-USP et notamment ses missions d'accueil des entreprises, des porteurs de projets dans le cadre du pôle économique, on considère que l'espace coworking qui existe en espace de travail partagé à destination des télétravailleurs, des indépendants, des créateurs d'entreprises, etc., constitue un outil essentiel d'attractivité et de développement économique du territoire. On considère qu'actuellement, un espace de coworking est proposé au sein du bâtiment 19 de l'hôtel d'entreprise au quartier du 11e BCA à Barcelonnette, lui-même propriété de la communauté de communes et géré dans un objectif d'accueil et de soutien à la création d'entreprises et participant au dynamisme économique du territoire. Nous devons faire face à la dissolution prochaine donc, du comité bassin emploi émergence qui est gestionnaire de cet espace depuis 2018 et a cessé de fonctionner depuis le 30 septembre de l'année 2021. L'intérêt de reprendre la mission coworking à compter du 1er novembre 2021. Qu'au vu des prestations proposées, les tarifs de location pourraient être établis comme suit. Un forfait mensuel à 100 € hors taxe, un forfait hebdomadaire à 26,67 hors taxe, un forfait journalier à 6,67 hors taxe. Voilà, on a repris les tarifs donc, qui existaient jusqu'à maintenant. Et donc, on considère qu'au regard des prestations fournies actuellement, donc, on ne connaît pas d'évolution tarifaire, en sachant que le projet, c'est qu'on puisse, après la reprise en gestion directe, faire évoluer un petit peu donc, ce service, cet espace coworking, avec notamment à terme une plateforme de réservation en ligne, et un outil numérique donc, qui serait performant. Ce qu'on a imaginé aussi, c'est que en parallèle du travail qu'on mène, notamment sur la requalification des espaces d'accueil, on réfléchira donc à pouvoir décentraliser un petit peu donc, cet espace coworking pour pouvoir proposer le service dans différentes communes de l'intercommunalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Daniel ne prend pas part au vote. Donc, à la majorité. Merci. Alors, le syndicat mixte, fixation des modalités de dissolution. Je vous rappelle que le Pays Sud, enfin, regroupait deux structures, une association, un pays, et puis un syndicat mixte. L'association gérait ou gère encore pour jusqu'à ce que ça se termine des missions telles que Leader, les espaces valléens, le Pays d'art d'histoire, à gérer la mission énergie. Et puis existait une autre structure qui s'appelle le syndicat mixte qui regroupe les deux EPCI et au sein duquel était plus spécialement traité le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et le SIG. Le SCOT ne pouvait être supporté que par un syndicat et pas par une association. Le SIG a déjà fait l'objet d'une répartition entre les deux collectivités, puisque en fait Laetitia Girard est prise, je crois, 50-50 par les deux collectivités qui la payent en direct. Reste au sein du syndicat mixte le SCOT, et donc à l'instar du Pays Sud, le SCOT va être liquidé. Compte tenu du fait que ce SCOT commun qui regroupait, qui avait la particularité d'être à cheval sur deux départements et qui donc était un schéma à la fois 0,4 et 0,5, c'était une construction un peu délicate, mais le premier considérant de la délibération rappelle que effectivement
Les préfectures des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont été informées de notre souhait de mettre fin au projet du SCOT commun et que, donc, vu l'avis favorable du 4 octobre 21 de mesdames les préfètes des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes qui ont acté, qui sont d'accord sur la dissolution du syndicat. Donc, il s'agit de valider, enfin, de voter dans les mêmes termes pour les deux communautés la dissolution du syndicat. Donc, vu l'avis favorable des préfètes, vu la libération du comité syndical du Pays Sud validant le principe de dissolution du syndicat mixte au 31 décembre et qui fixe les conditions de liquidation, en particulier la clé de répartition communauté de Vallée de Lubaï-Serponçon, 44,66% des actifs et des passifs, et communauté de communes de Serponçon, 55,34%. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L1, chaque conseil communautaire composant le syndicat doit délibérer dans les mêmes termes, je vous propose donc de valider la dissolution du syndicat mixte en date du 31 décembre, de valider la clé de répartition et qui fera revenir les actifs, puisque nous avions déjà versé des sommes assez importante en vue de la réalisation du SCOT et en particulier d'une pré-étude SCOT. Donc la clé de répartition CCV-USB 4466 et CCSP 5534, de prendre acte que le syndicat n'a eu recours à aucun emprunt et n'a contracté aucune dette et qu'en conséquence aucune répartition du passif n'est à prévoir, de prendre acte que le syndicat mixte du SCOT ne dispose d'aucun personnel propre, puisque le SIG a déjà été réparti, de prendre acte que le syndicat mixte se chargera de toutes les résiliations de contrats et des démarches auprès de la Poste afin que le courrier, etc. D'accepter que le conseil de communauté de Serponçon se charge des démarches administratives au-delà du 31 décembre 2021 s'il en reste, d'accepter que les documents et archives du syndicat mixte soient déposés également à la CCSP, d'autoriser la présidente à signer les documents nécessaires à la présente délibération. Donc, ceci signifie que nous allons pouvoir réaliser un SCOT UBAI. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Bon. Eh bien, écoutez, donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, est-ce qu'il y a des votes contre la dissolution? Des abstentions, donc eh ben, nous validons la dissolution du syndicat mixte. Question 19, j'enchaîne. Alors, on passe sur l'assainissement. Pardon, à moins que... Ah, c'est toi qui le fais? Allez. L'assainissement. Oui. Écoutez, allez, vas-y. Je vous rappelle que lors de la crue du 10 mai 2021, il y a environ, je crois, 200 mètres ou 1 km 2, c'est 200 mètres 100 mètres de canalisation qui ont été arrachés par l'UBAI au droit des Davis et que ceci a entraîné un certain nombre de travaux d'urgence puisque nous avions pris en date du 21 mai 2021 la décision la décision des services de l'État, des acteurs, des élus de débuter les travaux puisque effectivement sinon toute la commune de Josier a déversé ses effluents dans l'UBAI directement. Et donc, nous avions une dérogation qui avait été demandée le 25 mai afin de permettre le lancement des travaux d'assainissement avant l'éventuelle attribution d'une subvention au titre du Fonds de solidarité. Et je vais vous demander d'approuver les dépenses suivantes. Donc, liste des travaux, travaux d'assainissement, fourniture de tuyaux par Veolia et l'étude topo d'assainissement. On est à 66 194 € hors taxes de dépenses qui ont été réalisées. Et la délibération concerne aussi la demande des aides financières les plus élevées possibles, sachant qu'a priori, donc, nous pouvons prétendre au Fonds de solidarité à hauteur de 30% et l'Agence de l'eau également à hauteur de 30%. On vient de vérifier les chiffres, on pensait qu'on aurait plus, mais sur des travaux, c'est 30%. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours en ce qui concerne l'assainissement et hors les peut-être derniers éléments que nous avons
dont nous discutions encore ces jours-ci. Mais nous partons pour l'instant sur une délibération qui permet de lancer les travaux et de demander les subventions. Donc on est sur la station d'épuration de Rio-Clair, commune de Méolan, et il s'agit d'approuver l'avant-projet et les demandes de subventions. Donc il s'agit de créer une nouvelle station d'épuration. Il y en a une ancienne qui est obsolète et qui ne remplit pas son rôle. On est sur une équivalent 1450 habitants, grosso modo 450 habitants permanents avec le centre, enfin les habitants permanents et le centre de Rio-Clair et Rio-Clair en haut. Et on est sur 1000 équivalents habitants de plus, compte tenu du fait qu'on a le camping de Rio-Clair qui est juste en dessous du carrefour. Donc, pour l'instant, on a passé avec Hydrétude un contrat de maîtrise d'œuvre qui s'est élevé à un montant de 49 365 € hors taxe. Nous avons fait des demandes de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre de la contractualisation à hauteur de 70%. Voilà. Et nous demandons également, alors est-ce qu'on a de l'agence de l'eau? Non. Ah, c'est que pour la maîtrise d'œuvre, ok. Donc le département, vu le rapport avant-projet du bureau Hydrétude et le rapport APD version B du bureau B et 3E, voilà à quoi pourrait ressembler l'étude avant-projet. Coût global de cette opération, 1 640 000 € hors taxe, qui se décompose en 1 485 000 pour la station d'épuration et les protections hydrauliques elles-mêmes, un réseau de relevage 75 000 €, plus 80 000 € de maîtrise d'œuvre, topo, géotechnique, hydraulique, soit les 1 640 000 € dont je vous parlais. Et je vous demanderai donc de bien vouloir approuver ce rapport avant-projet provisoire et de solliciter une subvention auprès du conseil départemental. Ah, il y a l'agence de l'eau aussi, effectivement. Et là, on peut supposer avoir 70% de subvention? Bah, en fait, dans le cadre de la contractualisation, c'est déjà plus ou moins validé. En fait, on répartit les 70% initiaux qui sont par département juste pour la maîtrise d'œuvre. Après, le département, il subventionne de nouveau 20%, mais c'est que sur les travaux. Et par contre, l'agence de l'eau, elle subventionne 50% sur la totalité de l'opération. Elle ne décompose pas études et travaux. Alors, sachant que, Ouais. sachant que cette délibération, que je vous demanderai d'approuver pour l'instant, est susceptible, au vu des éléments, des aléas intervenus le 10 mai, et en particulier de la destruction de la station d'épuration autonome du camping Loisirs de Lubail, historiquement camping des Belges. On étudie, en tout cas on va rencontrer le propriétaire du camping de manière à entendre son point de vue quant à son raccordement éventuel à notre station, sachant que d'une station 1450 équivalents habitants, il faudrait rajouter, alors compte tenu des lissages, mais au moins 800 équivalents habitants, peut-être 1000. Voilà, donc en sachant quand même, si je peux donner des précisions, en sachant quand même que le propriétaire du camping serait prêt à financer donc toute la canalisation reliant son camping à la future station d'épuration. Voilà, donc il est bien entendu, après tous les problèmes qu'il a eus, donc il souhaiterait vraiment être relié à cette station, ce qui paraît un peu normal aussi, puisque ça permettrait à ce camping d'avoir un système d'assainissement très performant. Voilà. Donc sinon, il serait obligé de le faire par lui-même et avec des coûts importants. Donc il s'engagerait autour des 200-250 000 € pour financer la canalisation de 1,3 km à peu près. Voilà, voilà le problème.
Voilà, sachant que donc pour l'instant la discussion n'est pas arrêtée, mais ça va être l'objet d'une étude assez poussée qui remettrait en cause celle que je vous présente en l'état, puisque entre autres le camping loisirs de Lubain n'est pas dans le schéma directeur de l'assainissement collectif. Et puis il y a des questions compliquées, techniques qui se posent en même temps. C'est vrai qu'on relie, mais parce qu'il est juste à côté aussi, le camping, l'autre camping. Donc en fait, bon, le sujet est complexe et on en a discuté avec Daniel il y a encore quelques jours par rapport au camping de ce que j'appellerais le camping des Belges, ce qui fait que pour l'instant on va regarder, mais la délibération pour cette première station était prête, et puis il faut qu'on demande, elle fera l'objet d'une éventuelle modification si on tombe d'accord sur la manière dont il entend financer la canalisation. Enfin, il y a un certain nombre de questions juridiques et techniques qui se posent, pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse claire. Et financière, je suppose, parce que s'il doit faire sa propre station et d'épuration et qui vient se relier à celle qui est proposée par la communauté, il y a quelque chose à gratter. Bah là, oui, bah ça, de toute façon, ça coûtera très cher aux propriétaires du camping. Donc là, l'idée, c'était qu'il paye son réseau. Et une fois que c'est des procédures qu'on a déjà faites par le passé, notamment pour les restaurants d'altitude de Pralou, où tout le monde a financé des réseaux qui sont à l'origine privés, donc avec une mise aux normes. Et après, une fois qu'ils sont branchés sur le collectif public, peuvent passer dans la collectivité puisqu'ils sont aux normes. Donc c'est des montages qui peuvent se faire, mais qui sont compliqués apparemment là techniquement parce il faut remonter. Enfin bon bref. Et juridiquement c'est aussi compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de porteurs. Enfin là en l'occurrence il n'y a qu'un privé, donc ça va lui faire un coût quand même qui est très important. Et il faut, nous, prévoir une station d'épuration qui aurait une plus forte capacité, ce qui entraîne un coût plus important pour la collectivité. Donc voilà, c'est un peu ça la problématique. Oui. Enfin, je dirais, elle est franchement complexe. Aujourd'hui, on a ça. On le fera évoluer selon les possibilités juridico, technico, financières. Voilà. Voilà, l'idée, c'est qu'il faut qu'on discute avec cette personne qui est en grande difficulté suite au fait que sa station a été embarquée par la crue et donc son activité économique est aussi en danger. Donc, il faut essayer de trouver des solutions, mais les solutions sont compliquées à trouver. Oui, parce que finalement, quand on dit qu'on raccorde 3 restaurants d'altitude, ça ne change rien à la taille de la station d'épuration qui reçoit tout ça, puisque c'est celle de Saint-Pons. Là, on passe d'une 1450 peut-être à une 2005, enfin 2002. Techniquement, c'est pas simple à gérer, sachant qu'on est déjà un peu au chausse-pied pour faire rentrer notre station au soleil à Rio-Clair. Bon. Donc, le soleil de Rio-Clair, bien connu, bien entendu, de tous les adeptes du naturisme. Néanmoins, bon, c'est quand même un camping qui monte en gamme, qui reçoit 800 à 1000 personnes, et donc des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc je pense qu'on peut essayer de faire le maximum pour répondre à sa demande. Moi, Daniel, je dirais même mieux qu'un camping de cette importance-là, une structure de cette importance-là pour l'Ubaye, il va de soi qu'on doit la raccorder. Et au moment où on vit l'écologie de plein fouet, c'est tout à fait logique que ce camping reste propre. Alors le choix aujourd'hui, c'est entre une station autonome, pour laquelle il y a déjà un terrain qui existe, etc., et le raccordement à la station. Il est bien entendu évident qu'on n'a pas prévu, il n'est pas possible que ce camping se jette directement sans épuration. Et ça, c'est tout à fait logique. Mais bon, voilà.
Donc, en l'état actuel des choses, l'avant-projet sommaire de Hydrétude s'élève quand même à 1 640 000 €. Et voilà, je vous demanderai de pouvoir en approuver le contour, sachant que, effectivement, peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va le revoir sur un projet d'une autre taille. Y a-t-il des questions? D'autres? Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Le marché d'études réglementaires des digues, les délais et les pénalités de retard. Donc, on avait un marché d'études réglementaires des digues communales qui est classé et donc qui concernait la digue rive gauche et la digue rive droite de l'Ubaye sur les communes de Barcelonnette et Saint-Pons pour un lot 1 et un lot 2 qui concernait les digues rive droite de l'Ubaye et rive droite du torrent d'Abriès sur la commune de Josier, donc qui avait été attribué à l'ONF RTM et signé le 16 octobre 2017. Donc les délais d'exécution prévus pour ces marchés et ces deux lots sont dépassés. Donc il y a différents échanges de courriers entre la communauté de communes et le prestataire en date du 27 juin 2019 et du 16 décembre 2020, lui demandant de justifier les retards d'exécution. Et donc la réponse de l'ONF du 12 juillet 2019 évoquait des raisons techniques, notamment le temps important passé aux recherches sur l'historique pour fiabiliser la phase de diagnostic, la recherche de la stabilité du modèle hydraulique, l'adaptation de la méthode en lien avec l'aspect torrentiel, l'évolution récente de la réglementation et le caractère novateur de l'étude, nécessitant des validations par les services de l'État. Ils évoquaient également des difficultés de planification et les reports de dates de réunion avec les différents services et un nouveau planning donc, qui était la résultante de ces retards. Donc, la réponse de l'ONF-RTM en date du 5 février 2021 apporte des éléments détaillés avec des délais associés en relation donc, avec les arguments précédents. Et la demande de la trésorerie de statuer sur l'application ou non des pénalités retard sur les paiements à venir et la possibilité pour la communauté de communes de statuer donc, sur ces pénalités lors du paiement du solde de chaque lot. Donc ensuite, nous avons eu des courriers de l'Adréane qui ont été transmis le 10 septembre 2021 indiquant que les éléments transmis par la communauté de communes permettaient de lever la totalité des manquements, objet de mise en demeure qui avait été faite en 2017 à la commune de Barcelonnette et en 2017 aussi, toujours à la commune de Barcelonnette. Donc, je vous propose, alors c'est un dossier qu'on avait évoqué, au moins en commission. Donc, ces pénalités résultent de l'application du marché public qui avait été alloué. Donc, en clair, l'Adréal avait adressé des manquements administratifs aux élus et maires, donc au maire de Barcelonnette à l'époque et au maire de Josier à l'époque, donc qui ne sont plus, qui sont plus maires aujourd'hui. Mais les manquements administratifs entraînent des sanctions et une responsabilité pénale des élus, notamment. Et donc, il se trouve que ces manquements administratifs ont suivi leur cours et qu'avec une enquête, etc., donc, et que les élus donc, qui ont pris la suite ont été entendus dans le cadre de du retard sur ces études réglementaires, encore une fois, qui sont obligatoires et qui concernent la protection des populations. Donc, ces études ont par là même été en même temps transférées au moment où il y a eu la notification des manquements administratifs au maire. Ça a été transféré à la communauté de communes. Et donc, il était nécessaire, donc l'ONF-RTM avait des bonnes raisons sur les retards comme il a été indiqué. Et donc, en fait, il était précisé que si la responsabilité notamment des élus était retenue, il n'était pas question d'exonérer le prestataire des retards puisque il y avait la responsabilité des élus qui étaient en cause. Donc là, aujourd'hui, la levée des manquements administratifs relatifs aux mises en demeure a été levée par l'Adréal. Donc l'Adréal, c'est l'État.
et considère que les études de danger ont été réalisées comme il se doit. Donc, je vous propose d'exonérer l'ONFRTM des pénalités qui sont relatives au retard dans le marché études de danger des dits classés. Pour le lot 1 seulement, puisque les manquements administratifs concernant la commune de Josier sont toujours en cours. Et l'étude de danger n'est pas finalisée. Elle va l'être dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc, pour le lot 1, on a un estimatif à 309 €, qui, en vertu du marché, pénalité inférieure à 1 000 €, le titulaire est exonéré. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre adoptés à l'unanimité. La modification des indemnités de fonction attribuées à la présidente, au vice-président et aux conseillers communautaires délégués. Donc, cette délibération concerne la modification donc de l'exécutif et je vais désigner donc en conseiller communautaire délégué Hélène Garcier-Richaud, qui sera en charge notamment de la médiation scolaire et du copilotage de la candidature au Pays d'art et d'histoire, avec Daniel Millon-Rousseau. Et donc, pour cela, il faut modifier l'enveloppe, qui est une enveloppe fixe des indemnités des élus, et donc réattribuer, redistribuer, redispatcher les taux comme ils sont proposés. Donc, c'est enveloppe financière constante pour la communauté de communes, avec donc une baisse pour les différents présidentes et vice-présidents, et donc une indemnité pour le conseiller communautaire délégué de 300 € brut par mois. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adoptés à l'unanimité. Dans le cadre des décisions modificatives budgétaires, je vous demande de bien vouloir regarder l'ADM numéro 3. C'est une délibération essentiellement technique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes et que même il y en a qui ont été rajoutées par rapport à la dernière commission finances, ce qui ne change absolument rien au totaux. En fait, on prend des dépenses qui étaient prévues dans certains articles et on les replace dans d'autres articles de manière à pouvoir gérer au mieux notre TVA suite à une note de la DGFiP, puisque aujourd'hui, a priori, les récupérations de TVA, les déclarations de TVA se font plus ou moins automatiquement. Il faut que les dépenses soient placées sur des articles bien définis de manière à ce que la machine derrière puisse faire les calculs automatiquement. Sinon, en dehors des aspects techniques qui concernent tout l'investissement, il y a une petite modification qui concerne le fonctionnement. On va récupérer 17 000 €, donc c'est le petit 2, 17 000 € dans nos dépenses imprévues, pour pouvoir en placer 10 000 sur d'éventuels travaux sur l'aérodrome. Je dis éventuels travaux, mais c'est pour pouvoir permettre de les faire si on le décidait, et de pouvoir envoyer 7 000 € à l'investissement. Donc c'est ce qui est en bas à droite, c'est les petits 3 et 13, 7 000 € qui permettent de constater le non-versement ou la non-attribution d'une subvention prévue à l'époque en DETR pour l'achat d'un quad et qui était de 7 000 €. Donc en fait, on récupère 17 000 € de dépenses imprévues et on fait 10 000 plus 7. Et tout le reste, c'est de la technique. Alors, vous aviez des dépenses qui étaient prévues, par exemple, première ligne au 2051 041, et il faut qu'elle soit passée 3 016 € au 21 13 041. Donc on la récupère sur ce qui était prévu au 21-51, on la passe au 21-13, et c'est toutes ces lignes qui vont du petit 4 au 10. Ça concerne les travaux de la décharge de Saint-Vincent, les travaux des sites fortifiés de Tournoux, les travaux
télé de Méolan. Alors ça doit être... Ah ça, d'accord. Ah oui, c'est une régularisation de nos actifs. Pour un même bien, on est des... sur le même bien. Voilà. Si ça apparaît sur des actifs différents, on ne sait pas combien de lignes dans l'actif et c'est très compliqué à lire. Exact. Donc c'est pour arriver à ce que ça soit plus facile. Un même bien aura la même référence partout. Donc TV Méolan, l'aménagement des sports d'eau vive, la gestion sédimentaire du Riou de la Blanche, le système d'endiguement Ubaye-Barcelonnette et la gestion sédimentaire des torrents de Faucon. Et ensuite, effectivement, donc en bas à gauche, on passe du 21 728 au 21 75 38. Ça, c'est pour la TVA. Bon, est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre cette décision modificative? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, action en faveur du personnel communautaire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est identique, mais pour les agents de la communauté de communes. Et c'est une régularisation à la demande de la trésorerie. Donc, c'est la même délibération que pour la régie. Donc, des bons d'achat d'un montant de 40 € par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolu et d'un cadeau d'entreprise par agent d'une valeur maximale de 30 €, sachant que c'est une action sociale qui avait déjà lieu les années précédentes et depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. La somme était bien sûr prévue au budget, mais effectivement, il faut qu'on puisse la valider par une délibération officielle. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Le plan concerté. Daniel? Oui, donc il s'agit du plan concerté de restauration et de valorisation du patrimoine. Donc c'est la région qui propose une enveloppe de 150 000 € pour la vallée de l'Ubaye. Donc c'est pour restauration et valorisation du patrimoine. C'est ouvert à toutes les communes. Donc je vais vous donner quelques indications. L'objectif, c'est de soutenir la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine public, aider les collectivités gestionnaires à mener des programmations concertées de valorisation à l'échelle du territoire dans un objectif de dynamisation économique et touristique. Alors les conditions d'éligibilité, c'est les projets doivent porter sur un territoire pris dans sa globalité, commune ou intercommunalité, être inscrits dans des logiques de développement et d'aménagement du territoire. Ils doivent faire l'objet d'une planification pluriannuelle des travaux et des financements. La durée du plan est fixée en concertation entre la région et la collectivité. Elle peut varier de 3 à 5 ans. Toute collectivité ayant bénéficié d'un plan concerté arrivé à terme ne peut postuler de nouveau au dispositif dans un délai de 2 ans. Donc les domaines éligibles, c'est l'architecture, décor porté, mobilier monumental et objets de propriété publique, qu'ils soient protégés ou non au titre des monuments historiques, compris dans une fourchette très large, chronologique, entre le 5e siècle de notre ère et 30 ans avant le temps présent. Donc ça fait 15 siècles, grosso modo, ça fait pas mal. Pour les édifices protégés au titre des monuments historiques, le plan de financement devra obligatoirement faire apparaître une participation du ministère en charge de la culture, direction régionale, la DRAC, direction régionale des affaires culturelles. Alors sont éligibles les opérations de conservation préventive, de restauration, de réhabilitation, de mise aux normes de sécurité, les études de diagnostic ou expertise d'ingénierie patrimoniale. Pour les édifices du culte, le projet doit englober le bâti et le mobilier. Le projet doit comporter un volet de mise en valeur ou de restitution au public. Bon, bien sûr, après, il y a un certain nombre de pièces à fournir, mais ça, on vous donnera les indications. Après, il y a une chose importante quand même, c'est les domaines non éligibles. C'est le patrimoine privé, le patrimoine des archives et des bibliothèques, le patrimoine audiovisuel, le patrimoine archéologique, les collections de musées. Et les projets non éligibles, c'est la reconstruction de bâtiments ou parties de bâtiments détruits, la création ex nihilo, y compris de projets historiques non réalisés, achat d'objets ou de meubles, construction ou remplacement d'un instrument du culte, travaux de confort, chauffage, climatisation, ameublement, adaptation à des usages non patrimoniaux et mise en lumière. Voilà, donc c'est les communes qui sont bénéficiaires.
et la communauté. Donc l'enveloppe, c'est 150 000 € hors taxe. Et donc le financement possible, c'est pour nous, donc moins de 5 000 habitants, c'est 40% maximum subventionnable. Pour les travaux sur le bâti, 50% pour les études, et il n'y a pas de plafonnement pour le mobilier. Voilà, donc là, on vous demande de... Oui, il y a quand même encore une précision. Donc, il y aura plusieurs sessions. Donc, la première, ça sera vers le mois de février, la fin février. Donc, il faudrait que les dossiers soient déposés avant la mi-novembre pour cette première session. Voilà, et après, donc, il y aura d'autres sessions qui seront en avril, en juin et en octobre. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est la délibération, c'est que la communauté gère en fait ce plan concerté et grâce à Florence Donadieu et Audrey Dunant. Voilà est-ce qu'il y a des questions? Ça veut dire que les communes doivent faire remonter des dossiers? C'est ça, des dossiers auprès de Florence et de Audrey. Sachant que la première levée, c'est le 15 novembre, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est des dossiers prêts. Oui. Alors, voilà, mais après, il y en aura d'autres. Donc là, j'ai regardé, il y en a un qui passe jeudi. Donc, il n'y a que la commune du Vernet qui avait déposé. Donc, et tu avais déposé aussi? La condamnée aussi? Donc voilà, il faut absolument utiliser cette enveloppe. Donc si vous avez des fontaines, si vous avez, enfin voilà, de tout ce qui est le petit patrimoine de la commune, on a 40% de la région dessus, donc c'est vraiment intéressant. Il faut faire remonter les dossiers. Et éventuellement, oui, si ça remonte du coup par la communauté de communes, comme ça, moi je les suis après pour qu'ils soient bien inscrits sur les sessions régionales. Les monuments aux morts, c'est possible, hein, je pense. C'est une autre. Alors pour les monuments aux morts, pour l'avoir monté également sur cette session, ça n'entre pas dans ces fonds-là. Ouais. Il y a un fonds dédié monuments aux morts avec un vadémécum très précis. Si vous le suivez et que le devis le suit, il finance également 50%. Et ensuite, les associations d'anciens combattants complètent une partie du plan de financement. Donc vous arrivez à un financement à 70% sur la restauration de vos monuments, puisque le 11 novembre, certains d'entre vous vont pavoiser. Parce que je pense que Madame Vaginet a oublié au titre de sa fonction à la région, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on partageait cette enveloppe dans le cadre du pays Sud avec l'intégralité du pays et que la région, en fait, va doter du même montant les deux territoires, c'est-à-dire qu'ils ne divisent pas par deux, mais multiplient par deux l'enveloppe. Donc il y a une vraie opportunité là pour les communes. Et là, bon, donc, une petite précision, Florence Donadieu se propose d'appeler toutes les communes dès la semaine prochaine pour éventuellement collecter des dossiers. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être en complément. Oui. C'est vrai qu'il y a un recensement qui a été fait quand on a fait le tour des communes. Donc on a déjà un certain nombre de choses sur les projets patrimoniaux. Et là, du coup, ce que va faire Florence, c'est qu'elle va aller au plus près en fait de vos projets d'aujourd'hui, parce que ça a peut-être changé aussi depuis qu'on a fait le tour des communes. Et que c'est un projet, donc c'est un programme, comme l'a dit la vice-présidente, qui était géré par le Pays Sud. Donc auparavant, c'était le Pays Sud qui vous contactait là pour ces projets culturels. C'est la main. Ok, tu as fait voter? Tu fais voter? C'est Elisabeth. Yvan, tu me déconcentres. Donc, plus de questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Allez, on passe aux deux délibérations qui sont rajoutées à l'ordre du jour et qui concernent, la première délibération concerne le ski pass jeune et la convention donc assignée entre la communauté de communes et les exploitants des stations de ski de Pralou, la Foudalos, le Soz, Sainte-Anne, l'Arche, Saint-Jean-Montclar, le Lozé. Donc, vous le savez, nous avons passé une délibération en 2017
du ski pass jeune, au terme de laquelle les gestionnaires des stations de ski de la vallée plus Saint-Jean-Montclar ont convenu de créer un produit ski pass jeune dont la communauté de communes se portera acquéreur sur la base d'un volume par saison de 1000 forfaits pour ensuite les revendre aux jeunes scolaires et étudiants domiciliés sur le territoire communautaire. Alors en fait, ça date pas de 2017, ça date de bien avant, sauf qu'en 2017, il y a eu la fusion des intercos, donc il a fallu reprendre une délibération pour créer le ski pass jeune qui existait déjà. Donc il y a eu divers avenants sur les tarifs de vente et de revente du ski pass. Donc en fait, je vous rappelle le principe, la communauté de communes achète un volume de forfait de 1000 euros, de 1000 forfaits par saison à un prix qui est de 93 € l'unité. Et ensuite, on le revend aux jeunes skieurs de la vallée à un prix qui est 3 fois moindre, je crois, qui est de 37 €. Voilà, donc on a rencontré un petit souci. Alors, l'année dernière, ça ne s'est pas vu parce que la station n'a pas ouvert. Mais depuis qu'a été mis en place notamment les forfaits numériques, enfin électroniques aux SOS et les forfaits électroniques à Pralou, ça fait plus longtemps qu'ils y sont. Donc l'exploitant de la Foudalos s'est aperçu qu'il existait ce forfait dans la vallée. Et donc... alors, pour vous dire tout l'historique, donc en fait, il a considéré qu'il y avait des gens qui venaient skier à Alos et dont ils n'avaient pas donné leur accord, en quelque sorte. Donc, je vous rappelle que depuis 2017 aussi, peut-être un petit peu avant, enfin, depuis que René Massette avait été élu présidente du SMAP, il n'y avait plus de forfait espace lumière. Il y avait un forfait commun, un forfait qui était délibéré à Pralou et un forfait qui était délibéré à La Fou, sachant qu'il n'y avait plus de supplément pour l'espace lumière. Donc, pour nous, à partir du moment où on délibère sur un tarif Pralou, il était tout à fait évident, en plus, il y avait l'antériorité, que l'accès... à l'espace lumière soit de droit. Donc apparemment, l'exploitant d'Alos a considéré que ce n'était pas le cas et donc a fermé les accès. Alors ça concerne les deux délibérations, hein, ça concerne celle-ci et la suivante, pour les ski pass jeunes et pour le forfait 3 stations. Donc on a vérifié... l'ensemble des éléments, et puis s'il y avait une réciprocité, hein, parce qu'on veut bien qu'on nous applique des règles, mais il faut qu'elles soient applicables des deux côtés. Et donc, il semble qu'il y ait un certain nombre de conventions qui doivent être régularisées de part et d'autre, parce que de l'autre côté, le CENUS, qui est une station différente de la Foudalos, a aussi, via un tarif extension, la possibilité de venir skier à Pralou, sans que nous-mêmes, nous ayons délibéré sur un tarif. Donc voilà, il y a un certain nombre de conventions croisées qui devaient être délibérées. Donc celles-ci sont proposées au vote. Et donc au début, apparemment, on était sur une rétribution financière. Et donc là, on s'est entendu sans rétribution financière, parce que quand on est partenaire, on est partenaire. Et on ne change pas les règles du jeu au milieu de la partie. Donc là, on est tombé d'accord sur une convention. Donc en fait, c'est une régularisation. Et donc, la répartition du produit ski pass jeune reste inchangée. Donc la régie de Pralou sur le produit de vente de ces ski pass récupérera 48% des recettes. Et le Val d'Alos, donc 0%, puisqu'ils en avaient 0 avant, ils en ont toujours 0. Montclar domaine skiable, 5%. Et la communauté de communes, 47%.
Voilà. Donc, cette convention doit être adoptée aussi par le SMAP et elle sera donc, elle pourra rentrer en vigueur dès cet hiver puisque le SMAP et la régie se tiennent demain à Digne, si c'est voté évidemment. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions. Donc, je mets au vote le ski pass jeune, donc la convention. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Et concernant la régie Ubaï Ski, ski pass saison Ubaï, donc Pralou, la Foudalos, le SOS Sainte-Anne. Pareil, donc ça c'est une convention avec, donc est inclus Val d'Alos Loisirs Développement. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Donc voilà, l'ordre du jour est terminé. Alors, vous donnez quelques informations complémentaires. Donc, il y aura une réunion de la CLECT le jeudi 25 novembre à 14 h, avec pour ordre du jour un rapport réglementaire sur les transferts, sur l'évaluation des transferts de compétences qui ont eu lieu au moment de la fusion des intercommunalités. Donc, vous recevrez les éléments d'études dans les jours qui viennent, mais bon, c'est pour réserver la date. Donc, le 25 novembre à 14 h. Une conférence des maires, pareil, le jeudi 25 novembre à 15h30. Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 10 décembre à 17 h. Il sera délocalisé au centre de vacances Loury-Auclard avec la commune de Méolan et donc sera suivi d'un repas de fin d'année. Tu as dit jeudi 10. Vendredi 10. Vendredi 10 à 17 h. L'arbre de Noël pour les enfants du personnel de la communauté de communes et du personnel communal est organisé le 13 décembre à 17h30 à la salle El Zocalo. Alors, juste, vous avez reçu un mail des services pour vous expliquer que le Père Noël qui est fait en principe dans cette salle, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, donc ce n'est pas possible de le maintenir avec les conditions sanitaires. L'année dernière, ils ne l'ont déjà pas eu. Donc là, l'idée, c'est de le faire au Zocalo où il y a les conditions d'espace nécessaires pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et comme la salle est très grande, j'ai proposé que ce soit ouvert aux enfants du personnel communal sur invitation des maires et non pas de la communauté de communes. Donc, c'est à la discrétion des maires des communes pour que les enfants des personnels des communes, puissent participer, puissent assister à cet arbre de Noël. Voilà, donc il y aura un spectacle qui s'intitule Le poids des confettis avec de la magie, jonglerie, interactivité et gags. Donc c'est destiné aux enfants de 3 à 12 ans d'une durée de 45 minutes et suivi de l'arrivée en musique du Père Noël et de la distribution de friandises. Après, voilà, encore une fois, libre aux communes d'envoyer l'invitation à leur personnel et ensuite, même s'ils le souhaitent, de maintenir un arbre de Noël. Enfin bon, après, ça ne regarde pas. Voilà. Par contre, pour une bonne organisation, les communes doivent retourner avant la fin de cette semaine le tableau des effectifs prévisionnels, donc enfants et accompagnants, à Christine Hermelin. Et le pass sanitaire sera demandé à l'entrée de la salle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions. La séance est levée. Je vous remercie.